Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te partager l'interview que j'ai fait d'Antoine Gagné. Antoine Gagné, c'est le CEO de J7 Media, qui est une agence marketing et une agence spécialisée dans la publicité Facebook. C'est une très grosse agence spécialisée dans la publicité Facebook parce que ils ont beaucoup de collaborateurs, ils ont beaucoup de clients et ils gèrent des budgets publicitaires vraiment très importants. Tu vas le voir dans l'épisode. Et aujourd'hui, en fait, on a eu envie avec Antoine finalement de te donner des clés pour que tu sois capable de créer des publicités qui soient rentables sur Facebook en tant qu'e-commerçant. Et tu vas découvrir plusieurs choses dans cet épisode. La première chose, c'est que tu vas découvrir la première étape que tu dois faire avant même de démarrer ta première campagne de pub. Tu dois faire cette étape-là si tu veux te donner une chance de réussir à être rentable dans la publicité. Il va aussi te partager les outils qu'il utilise et les outils qu'il conseille d'utiliser qui sont très pratiques quand tu fais de la publicité Facebook. Tu vas aussi voir quel est l'état d'esprit que tu dois avoir quand tu fais de la pub Facebook, sinon tu vas aller droit dans le mur et tu vas juste perdre de l'argent. Parce qu'il faut avoir un état d'esprit très bien particulier quand on fait de la pub Facebook pour comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment on va réussir à avoir des résultats. Autre chose que Antoine nous a partagé et qui est absolument génial parce que tu vas pouvoir l'appliquer, tu vas pouvoir le mettre en place tout de suite après le podcast, c'est qu'il nous a partagé 3 campagnes qu'il a testé, avec lesquels il a eu de très bons résultats avec ses clients. Et c'est des campagnes qui sont vraiment très intéressantes, que moi je connaissais pas. Et personnellement, je pense que je vais tester la 3e campagne parce qu'elle me parle particulièrement et je vois déjà comment je vais pouvoir l'utiliser dans mon business. Donc c'est vraiment cool de la part d'Antoine de nous avoir partagé ça. Sache que en plus, Antoine a mis à disposition un guide que tu vas pouvoir récupérer qui va te détailler comment mettre en place ces 3 campagnes et d'autres campagnes qui sont très efficaces. Qu'il a testé et qui sont très efficaces. Et enfin, j'ai posé une question un petit peu piège à Antoine qui est de savoir comment on va se démarquer quand on fait de la publicité Facebook. Et tu vas voir sa réponse. Moi, personnellement, c'est une réponse que je trouve absolument géniale. C'est la meilleure réponse qu'on pouvait sans doute donner à ce niveau-là parce que se démarquer, évidemment, c'est une question qui est piège et qui est très difficile à répondre. Je trouve qu'Antoine a donné vraiment la meilleure réponse possible. Allez, sans plus attendre, je te laisse avec mon interview avec Antoine. Bonjour à tous, aujourd'hui je fais l'interview d'Antoine Gagné. Aujourd'hui, Antoine, c'est le gérant de la boîte J7 Media. Alors J7 Media, c'est une boîte qui fait de la publicité Facebook pour ses clients. Actuellement, si je dis pas de bêtises, vous êtes à peu près 30 collaborateurs dans J7 Media j'ai appris, parce que je savais pas que ça existait, mais vous êtes reconnu partenaire premium Facebook, ce qui veut dire que vous dépensez de très grosses sommes, il me semble que c'est 5 millions de dollars sur les 180 derniers jours, quelque chose comme ça. Tu as aussi le podcast Social Selling sur lequel tu donnes beaucoup de conseils sur la pub Facebook et Instagram. Donc Facebook, c'est ton domaine, la publicité Facebook, c'est ton domaine, et je me suis dit que c'était une bonne idée finalement qu'on puisse parler un peu de pub Facebook pour les e-commerçants. Antoine, est-ce que, déjà, je me suis trompé dans ma présentation, et est-ce que tu peux, toi, te présenter et nous en dire un peu plus sur toi? Je pense que tout ce que tu as dit fait beaucoup de sens. Donc oui, merci de me recevoir, Olivier, aujourd'hui sur ton podcast. Toujours un plaisir de discuter pub Facebook, de discuter commerce en ligne avec différents collaborateurs dans l'industrie. Pour les gens qui écoutent aujourd'hui, vous allez le voir un peu avec mon accent. Donc moi, je viens du Canada. Et oui, tu le dis, donc j'ai lancé la boîte J7 Media, qui est une agence de publicité Facebook. Il y a à peu près 9 ans de ça maintenant. On est rendu bientôt environ 35 collaborateurs qui travaillent avec nous, plus de 30 millions de dollars qu'on gère à l'année, 30 millions de dollars qu'on gère à l'année en publicité Facebook, majoritairement pour des commerces en ligne, Olivier. Donc, je pense que c'est ce qui est intéressant pour ton audience. Beaucoup de gens qui vont t'écouter pour avoir des trucs, des tactiques, des nouvelles approches pour avoir plus de croissance avec son commerce en ligne. C'est ce qu'on fait chez J7. Donc, on va essayer peut-être même de donner des trucs à l'audience aujourd'hui sur quelles actions qu'ils devront poser pour aller chercher plus de croissance en 2022.
Yes. J'ai pas précisé en effet, mais ton accent, d'ailleurs, c'est très chouette que tu sois là parce que c'est la première fois que j'ai une personne qui a ton accent. J'adore cet accent. Donc, je sais pas, c'est chantant, c'est génial. Moi, j'adore. Ok, donc l'idée en fait, c'était de partir sur un scénario où je suis un site e-commerce, donc un site e-commerce qui a pas forcément des très grosses marges sur la vente de ses produits et qui vend majoritairement des produits à moins de 100 euros. Et je veux utiliser la publicité pour me faire connaître, la publicité Facebook entre autres. C'est quoi d'après toi on va dire les premières étapes pour être rentable et éviter d'aller droit dans le mur et de cramer un budget et puis de se retrouver sans rien derrière en fait? C'est une excellente question. Puis je pense que c'est important de bien faire ces calculs-là avant de commencer en pub Facebook parce que malheureusement, des gens pensent que la publicité Facebook, c'est une formule magique. Donc, on met du budget sur la plateforme et ultimement, on va être capable de faire des ventes sans trop y penser. Détrompez-vous, ça ne fonctionne pas comme ça. Je te dirais, Olivier, la chose la plus importante à faire quand on commence en publicité Facebook ou dans n'importe quel canal marketing, ça va être d'établir ce qu'on appelle chez J7 Media la fondation financière. La fondation financière, qu'est-ce que c'est? On va faire ça très simplement pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est d'établir globalement quels sont tes coûts de revient, quels sont les coûts pour tes produits, quels sont les coûts que tu vas avoir à dépenser pour la manutention, pour le shipping, etc. Il y a des logiciels très, très bien construits en ce moment qui, en l'espace de quelques clics seulement, vont pouvoir te donner cette information-là. Il y en a un d'ailleurs qui me vient en tête aujourd'hui. Pour les gens qui ont des boutiques Shopify, c'est parfait. Ça se nomme Lifetimely. OK? Et pourquoi on parle de fondation financière avant de parler de stratégie? Parce que la fondation financière, Olivier, va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour aller chercher un client dans un canal de publicité. Donc, la première chose, ça serait ça, c'est de se dire, parfait. Établissons la fondation financière et quand vous avez utilisé Lifetimely pour votre commerce en ligne, vous allez voir, il y a des données totalement fascinantes qui vont ressortir. Vous allez être capable, bien entendu, de voir vos coûts de publicité, tous canaux confondus, le coût de vos produits, le coût en marketing et ultimement le profit brut. Donc, l'idée quand tu as cette information-là du coût marketing, du coût de revient que tu vas avoir, les coûts pour faire la manutention et pour ultimement envoyer tes produits à tes différents clients, tu vas avoir de l'information qui va devenir pertinente. Et une autre information qui est intéressante, tu vas être capable de savoir la valeur de tes cohortes d'acquisition dans le futur. Donc, si tu investis en février un montant sur Facebook et que tu vois des retours automatiquement que tu es capable de générer avec cet investissement-là, il faut également se dire que ces mêmes clients vont peut-être acheter dans le futur aussi. Et les achats ou plutôt les réachats de ces mêmes clients dans le futur, un logiciel comme Lifetimely va être capable de te le donner. Donc, avant toute chose, Olivier, avant de penser à des campagnes, des stratégies qu'on va pouvoir d'ailleurs discuter avec ton audience aujourd'hui, j'invite les gens qui ont des commerces en ligne à penser à ce qu'on appelle la fondation financière. Il y a plusieurs logiciels qui existent, mais Lifetimely pour des boutiques Shopify, là, je dirais que c'est vraiment la meilleure chose à faire ici. Ok. Donc, première chose, faire déjà ton calcul, toi, de combien ça te coûte de vendre un produit, parce que ça a un coût forcément, au-delà de juste le coût du produit, mais il y a la manutention, l'envoi, etc., etc. Et ça va nous permettre de savoir, en effet, combien on va être prêt finalement à investir dans la publicité pour attirer du monde et obtenir un client. Et notamment avec des outils, comme tu dis, c'est de suivre finalement ce client de bout en bout pour être capable de se dire, ok, et ça je trouve que c'est très intéressant ce que tu as dit là, c'est que souvent on a une vision, ok, j'ai mis, je sais pas, 10 000 euros au mois de janvier sur la pub Facebook et à fin janvier, j'ai pas récupéré mes 10 000 euros. Mais finalement, cette vision-là, elle est trop restreinte parce que ton client, il a peut-être pas dépensé beaucoup sur le mois de janvier, mais va peut-être redépenser dans 3 mois, dans 4 mois ou dans 6 mois. Et ce que tu veux dire, par ces outils-là, il faut être capable de traquer ça, de mesurer ça pour savoir finalement si ta pub de janvier a été rentable, même arrivé fin mai en fait. C'est ça? C'est primordial, exactement. C'est primordial parce que, surtout pour des commerces en ligne où est-ce que beaucoup des entreprises vont avoir une dynamique avec leurs consommateurs, où est-ce qu'il va y avoir plusieurs achats sur une même année, on doit être capable d'avoir ces informations-là pour, par la suite, ajuster notre investissement publicitaire. Donc, c'est excessivement important d'avoir ces données-là avant de commencer. Ok.
D'accord. Alors, ça m'amène à une question, c'est que moi, typiquement, ma spécialité, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est parce que moi, ma spécialité, c'est absolument pas Facebook, c'est le référencement naturel. Est-ce que tu peux quand même te baser sur des données que tu as sur, par exemple, la fidélité de tes clients, combien il va dépenser sur une année, etc., et même sur plus longtemps, sachant que tes données, elles viennent peut-être de clients qui viennent du référencement naturel, est-ce que tu peux utiliser ces données et pour te dire ok, je vais être rentable avec la pub Facebook, ou du moins je vais pouvoir travailler avec la pub Facebook et partir sur des budgets comme ça, sachant que finalement c'est pas la même source de trafic et c'est peut-être pas la même on va dire le même niveau d'engagement du client quand il arrive depuis le référencement naturel que depuis la pub. Je sais pas si c'est quelque chose que tu peux utiliser, les chiffres tu peux les utiliser comme ça. Ouais, je pense que c'est une bonne question que tu amènes ici. Donc, si on regarde un petit peu le comportement d'un consommateur, il faut toujours regarder le comportement d'un consommateur de deux manières. La première manière que j'ai discuté un petit peu plus tôt, c'est, on pourrait appeler ça le comportement post-achat. Donc, combien de fois cette même personne-là réachète dans le futur? La question que tu viens de poser va davantage être liée au comportement pré-achat, c'est-à-dire quelle source de trafic a ultimement généré des ventes pour mon entreprise. Dans un contexte comme ça, nous, c'est tout le temps la deuxième chose qu'on va vouloir faire après s'être attaqué au comportement post-achat pour savoir combien qu'on est prêt à les payer pour aller chercher un client. Il faut par la suite se poser des questions. Comment qu'il vient ce client-là chez nous? Quel chemin il va prendre avant d'acheter notre produit? Puis tu vois, on est une agence de pub Facebook, mais on n'a pas parlé encore de publicité Facebook. C'est pour te montrer l'importance de mettre ces outils-là en place avant même de pouvoir investir sur la plateforme. Donc, je reviens à ta question maintenant. Comment peut-on savoir s'il y a une plus grande valeur avec quelqu'un qui vient de la pub Facebook, Google ou encore du référencement organique? Encore une fois, ça va être une question d'outils. Mais là, maintenant, il faut choisir les bons outils, OK? Parce que je suis sûr que ton audience qui écoute aujourd'hui, ça leur est déjà arrivé. On investit 1000 $, on va dire, sur Facebook, 1000 $ sur Google et on a un gros travail de référencement organique qu'on fait. Et là, ben, on voit dans nos différents dashboards que le 1000 $ qu'on investit sur Facebook nous a donné 2000 $ de vente. Le 1000 $ qu'on investit sur Google nous a donné un autre 2000 $ de vente et le SEO nous aurait donné un autre 2000 $ de vente. Donc là, théoriquement, on aurait fait 6000 $ de vente. Et là, on regarde le back-end de notre site web, on regarde les ventes réelles de notre site web et on se rend compte que ce n'est pas 6000 $ qu'on a fait, c'est 4500 $. Oh, pour quelle raison ça s'est déroulé? Ben, c'est simple, chaque plateforme veut aller se donner l'attribution qui, cette plateforme-là, pense lui revient. C'est-à-dire que si quelqu'un a cliqué sur une publicité Facebook et que par la suite, cette personne-là n'a pas acheté directement votre produit, mais est venu à votre site par la suite selon le référencement organique ou a cliqué sur une publicité Google, on s'entend que son chemin a été impacté par plusieurs endroits. Mais Facebook va dire ça vient 100% de moi. Google va dire ça vient 100% de moi, quand au final, il devrait peut-être prendre 33 ou 30% de l'attribution qui s'est déroulée au final. Donc ça, c'est des réalités qui se déroulent pour la majeure partie des commerçants en ligne. Et là, on doit se poser une question. Comment qu'on fait pour combler cet enjeu-là? Un enjeu comme ça va pouvoir être répondu avec un logiciel, moi, que j'aime beaucoup pour des commerçants en ligne qui se nomme Wicked Reports, qui, celui-là, comparativement à Lifetime, va te donner l'information sur le comportement pré-achat. Et là, tu vas pouvoir avoir plusieurs modèles d'attribution super intéressants qui vont pouvoir te permettre de dire, parfait, moi, je veux savoir c'est quoi le parcours de mon client avant, ou plutôt le parcours de mon prospect, parce qu'il n'est pas encore client, avant qu'il achète mon produit. Et là, tu vas pouvoir voir que peut-être qu'il clique sur une pub Facebook, mais qu'au final, il a fini son achat avec le référencement organique. Et là, c'est différent. Ce logiciel-là va pouvoir te donner différents modèles d'attribution et pouvoir te donner le vrai chiffre que tu as besoin de savoir au final, c'est-à-dire quel canal impacte l'action de ton consommateur et à quel moment. Et quand tu as cette information-là, en plus de l'information que tu vas avoir avec ton comportement post-achat, ben là, ça devient difficile de faire des erreurs. Ça devient difficile de faire des erreurs parce que tu as l'information complète. Et là, à partir de là, c'est là qu'on peut se pencher sur des stratégies de commercialisation. Là, on va pouvoir en parler peut-être un petit peu plus tard. On a un guide là, pour ton audience aujourd'hui qu'on va pouvoir partager avec eux selon différentes stratégies. Mais je pense que pour répondre à ta question, encore une fois, c'est un logiciel qu'on a besoin. Il y en a plusieurs sur le marché. Moi, je recommande Wicked Reports pour être certain que des enjeux de double attribution ou même de triple attribution, des fois, ne se déroulent pas. Ok, c'est plutôt clair. Donc déjà deux choses. La première, et je trouve ça très intéressant comment tu le présentes, c'est de finalement distinguer ce qui se passe après l'achat de ce qui se passe avant l'achat, ce qui n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, c'est cohérent parce qu'une fois que ton client est devenu client, alors ça dépend encore une fois de
ce que tu mets en place peut-être pour qu'il devienne client, mais selon peut-être l'agressivité de ta vente, etc. Mais en tout cas, une fois qu'il est devenu client, c'est vrai que finalement, peut-être peu importe par où il est devenu client, c'est ta fidélisation, le travail de fidélisation que tu vas faire derrière qui va rentrer en jeu plus que tout le reste. Mais par contre, avant, c'est important en effet, encore une fois, comme tu le disais, de tout traquer et de bien savoir finalement, de bien se rendre compte que la plupart du temps, c'est pas un seul canal qui amène le client, ça peut être plusieurs canaux. Ce qui me ramène à quelque chose que je dis assez souvent, c'est que finalement, il faut pas forcément voir le SIA et le SEO ou la pub Facebook comme des frères ennemis. C'est plutôt complémentaire. Après, est-ce qu'on peut tout faire en même temps ? Pas forcément. Peut-être qu'il faut prioriser un canal au départ, être OK avec et en mettre un deuxième. Moi, c'est plutôt ce que je conseille. Ça dépend du budget, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de l'équipe. Mais c'est pas des frères ennemis, donc c'est très intéressant. Et du coup, en effet, tu peux, une fois que tu as toutes ces valeurs, tu es capable de monter une stratégie. Peut-être que sur Facebook, tu vas plutôt... alors après, justement, peut-être que c'est là que ça va être intéressant d'en discuter aussi, mais sur Facebook, tu peux peut-être être tout le temps présent avec ton audience, là, te montrer régulièrement, etc. Et être présent en référence naturelle ou en SIA quand ils ont un besoin précis, une demande précise. Là, ils vont te reconnaître parce qu'ils t'ont vu sur Facebook. Bon, c'est une des stratégies, je suppose, qu'on peut mettre en place. Alors, exact. Okay. Vas-y, si tu veux réagir là-dessus. Non, mais je pense que tu l'as dit, tu l'as très bien dit. Il faut voir davantage les canaux comme un orchestre qui travaille ensemble plutôt que simplement des gens qui vont travailler en silo. C'est-à-dire, tout ça doit s'harmoniser ensemble pour ultimement augmenter les ventes en ligne. Ok, ça marche. Ok, du coup, bon, si on dit la première étape, on a bien défini nos chiffres, on a bien défini tout ça et on a mis les outils en place pour tout traquer et savoir précisément qu'est-ce qu'on est capable de mettre comme budget pour obtenir un nouveau client. C'est quoi l'étape d'après, une fois qu'on a mis tout ça en place et qu'on est au clair? Les étapes que je t'ai dit, des fois, vont peut-être pas arriver nécessairement au départ, peut-être qu'ils vont arriver un petit peu plus tard. Un exemple que je pourrais te donner, le comportement post-achat, ça, je crois que c'est quelque chose que toute entreprise doit faire le plus rapidement possible. Le comportement pré-achat, maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dès le départ, mais qui, au final, nous, ce qu'on a été capable de voir à travers le temps, c'est que c'est surtout les entreprises qui vont atteindre une certaine maturité financière, c'est-à-dire qui vont générer peut-être $500 000 par mois, 200 000, 300 000, 400 000 par mois, qui vont avoir besoin de ces outils-là parce que les investissements sur les différentes plateformes deviennent assez massifs. Quand les investissements ne sont pas tellement massifs, le comportement pré-achat est important, mais les enjeux de double attribution, de triple attribution ne seront pas autant fréquents que quand on commence à investir des centaines et des centaines de milliers de dollars par mois en publicité Facebook. Donc, ici, je veux juste faire une petite nuance par rapport à l'ordre de quand on intègre le tout. Ceci étant dit maintenant, assumant que tu as des chiffres devant toi et qu'ils te donnent une bonne compréhension sur la santé financière de ta boutique en ligne, maintenant, la question que tu dois te poser, c'est comment qu'on va chercher les clients. Comment qu'on va chercher les clients? Et je pense que tu m'as invité aujourd'hui, qu'on discute ensemble aujourd'hui pour parler de comment on va chercher les clients avec la pub Facebook. Donc, je me suis dit, c'est bon de le faire à l'audio parce que moi aussi, je fais beaucoup de podcasts et j'adore le format audio, mais ultimement, si les gens qui t'écoutent aujourd'hui, Olivier, aimeraient avoir peut-être un petit peu plus de techniques, d'astuces sur des stratégies de commerce en ligne, on a fait un petit guide pour ton audience que je vais essayer peut-être de résumer selon les meilleures stratégies qu'on a vues avec nos boutiques en ligne en 2021. Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir de la valeur un peu pour ton audience, Olivier? Écoute, complètement. Je pense que c'est une bonne idée, à la limite, que tu nous fasses un petit résumé, que tu nous donnes des tips, et qu'après, comme on le mettra à disposition, ils pourront aller le revoir, et ils auront une meilleure compréhension que si on leur donnait simplement comme ça, de but en blanc, sans que tu t'en aies un peu parlé avant. Donc je pense que c'est une super idée. Vas-y, je te laisse libre cours à tes explications. Vas-y. Fantastique. Bon, dans ce cas-là, on va essayer d'expliquer certaines campagnes qu'on a vues qui ont eu beaucoup de succès en 2021. Première campagne, puis je te pose la question, Olivier, est-ce que tu as déjà vu ou entendu parler de ça, une campagne Instant Experience? Ça me parle pas comme ça. Non, je te dirais que c'est quand même assez normal parce que c'est une campagne qui existe depuis quelques années sur Facebook, mais qui est peu connue, mais qui mériterait d'être plus connue. Donc, je t'explique un petit peu comment que ça fonctionne et j'explique également à ton audience. Une campagne Instant Experience, puis, bon, les gens nous écoutent à l'audio, mais je suis en train de te montrer un petit peu mon téléphone à l'écran. C'est une campagne qui
un utilisateur sur Facebook ou sur Instagram va voir une publicité et en cliquant sur cette publicité-là, automatiquement, à l'intérieur même de la plateforme de Facebook ou d'Instagram, une micro-landing page va s'ouvrir et va présenter les produits et tous les avantages de l'entreprise en soi. Donc, ici, on ne quitte pas Facebook, on ne quitte pas Instagram. On reste sur la plateforme et l'expérience qu'on a habituellement sur une boutique en ligne, on va la vivre à l'intérieur même de la plateforme sociale. Donc, c'est une expérience qu'on pourrait appeler ça immersive. Et le nom que Facebook a donné, ou plutôt que Meta a donné à ce type de campagne, c'est la campagne Instant Experience. Pourquoi maintenant c'est intéressant ce type de campagne-là? Premièrement, c'est que sur mobile. C'est que sur mobile, donc elle a été bâtie, ce type de tunnel de vente-là a été bâti pour les entreprises qui vendent majoritairement sur mobile. On a parlé en début de podcast, si on était un commerce en ligne qui n'a pas nécessairement des produits qui va vendre tellement très dispendieux que la marge ne va pas nécessairement être super élevée, bien, habituellement, ces produits-là, c'est des produits que les gens vont acheter sur mobile, les produits qui ne sont pas tellement dispendieux. Comparativement à des produits, disons, de milliers de dollars, que là, peut-être que le comportement du consommateur va être un petit peu plus long. On va faire des recherches à même notre desktop avant d'acheter le produit. Mais des produits pas tellement dispendieux s'achètent habituellement sur un téléphone cellulaire. Donc, cette campagne Instant Experience-là est intéressante pour ça parce qu'elle a été bâtie pour les gens qui consomment le contenu et qui achètent le contenu à même un téléphone cellulaire. Un deuxième avantage de cette campagne-là, c'est que, bon, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées dans la dernière année avec Apple, Facebook, beaucoup de pertes de traçabilité. Donc, peut-être pour les gens qui ne le sauraient pas, depuis à peu près 6 à 8 mois maintenant, la capacité de tracer nos clients sur Facebook selon les actions qu'ils vont poser. Donc, si quelqu'un a visité un site web, si on veut le recibler par la suite, c'est beaucoup plus difficile que dans le passé parce que Apple a intégré ce qu'on appelle le ATT, ce qui veut dire le App Tracking Transparency. Donc, en gros, on donne la possibilité à l'utilisateur de dire oui ou non s'il veut partager ses données avec Facebook. Et bon, pas tellement de nouveautés ici. Beaucoup de gens ont dit non. Donc, malheureusement, il y a eu beaucoup de pertes de données pour une plateforme comme Facebook. Maintenant, pourquoi je dis ça quand je parle de la campagne Instant Experience? C'est comme je vous l'ai dit plus tôt, la campagne Instant Experience, on reste sur la plateforme d'Instagram, on reste sur la plateforme de Facebook. Et tant qu'on reste sur leur plateforme, on ne va pas se faire poser des questions si oui ou non on désire ne pas ou être tracé par Facebook parce qu'on reste sur la plateforme. Donc, Facebook est capable de garder nos données à même sa plateforme qu'on utilise la campagne du Instant Experience. Donc, ça nous donne beaucoup plus de capacité de ciblage quand on fait un type de campagne comme ça. Tous les gens qui ont des commerces en ligne et qui n'ont pas testé la campagne Instant Experience, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus, allez jeter un petit coup d'œil sur le guide que vous pourrez télécharger. D'ailleurs, je pense dans les notes de ton podcast, on montre des cas réels de comment lancer une campagne Instant Experience étape par étape avec des résultats à l'appui. Je vous le dis, c'est fonctionnel. Et ben, nous-mêmes, chez G7, on possède un commerce en ligne et c'est une campagne qu'on va mettre et qu'on met continuellement de l'avant parce que c'est important pour nous de tester cette approche-là. Donc, je te dirais que ça serait une des premières stratégies que je mettrais de l'avant ici. Ok, super intéressant. Et donc, du coup, cette stratégie, comme tu le dis, c'est pour ce qu'on va appeler plutôt de l'achat presque coup de cœur. En gros, c'est que faut pas qu'on ait besoin de réfléchir 1000 ans. On trouve le produit intéressant, on l'achète, on sort même pas de Facebook, on l'a acheté, on n'y pense plus, on continue notre navigation sur Facebook. C'est ça l'idée. Globalement, si on résume ça, ça ressemble pas mal à ça, je dirais. Ok, ça marche super. Et donc du coup, comme tu disais, en effet, on n'a pas ces problèmes de tracking qu'on pouvait avoir parce que on reste au sein de Facebook. Donc Facebook peut suivre tout ce qu'il veut ici, vu que on est dans Facebook, on n'est pas sorti d'un autre site, donc il n'y a pas besoin de cookies, il n'y a pas besoin de tout ça. Facebook, il est capable de suivre toutes les infos et savoir qu'il a envoyé tant de personnes sur la campagne, il y a tant de personnes qui ont regardé, il y a tant de personnes qui ont essayé d'acheter, et tant de personnes qui ont acheté, etc., etc. Je suppose qu'il est capable de nous sortir tout ça et avec des valeurs qui doivent être très proches de la réalité du coup, ce qui n'était pas toujours le cas même avant, parce que pour X problèmes de cookies, etc., là, il n'y a pas ces problèmes-là vu qu'on est toujours dans la plateforme Facebook. Exactement. Puis le seul moment qu'on sort de la plateforme Facebook, c'est au moment de l'achat. Mais le moment de regarder le produit, de défiler sur la page, de peut-être même cliquer sur un ajout au panier, au final, ça va se dérouler sur le Instant Experience. Donc, toutes les données qui habituellement on a besoin d'être sur le site web, ça ne se déroulera pas sur le site web, mais bien sur le Instant Experience. Donc, c'est
Il y a beaucoup d'avantages à ça. Puis encore une fois, j'invite les gens à aller regarder ce petit guide-là où est-ce qu'on montre vraiment de A à Z comment lancer cette campagne Instant Experience. Si vous ne l'avez pas testé, ça vaut la peine de tester cette campagne Instant Experience-là. Surtout si vous vendez des produits pas tellement dispendieux. Ok. Moi, j'ai une question sur ça. C'est le client. Alors, du coup, je l'ai jamais expérimenté en fait, ce type de campagne. Alors, je suis pas un acheteur fou et je suis pas un utilisateur fou de Facebook, donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas forcément eu. Mais est-ce que derrière le client ça reste un client Facebook qui a rentré sa carte bleue chez Facebook, etc. Ou est-ce que ça devient aussi un client du e-commerce? Alors, bon, sa carte bleue, qu'on l'ait ou pas, peu importe, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on a quand même son email, est-ce qu'on a quand même son adresse, etc. Bon, je suppose que l'adresse, on est bien obligé de l'avoir d'une façon ou d'une autre parce qu'il faut lui envoyer le produit, mais est-ce que c'est un client qu'on a le droit de considérer dans notre base client et du coup de réutiliser avec nos différents mailings, quelque chose qu'on peut utiliser d'habitude, quoi? 100%. Je te dirais que pour le moment, la transaction se fait sur votre site web. Se fait sur votre site web, mais tout ce qui se déroule avant la transaction se fait sur Facebook. Maintenant, si on a cette discussion-là dans 6 mois, ça risque d'avoir évolué. Bien Facebook est en train de travailler à faire en sorte que les gens puissent acheter à même sa plateforme. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on va se dire, oh, finalement, les gens peuvent acheter à même le Instant Experience sans même à la fin aller sur votre site web. Mais au moment où on se parle en février 2022, la transaction finale est sur votre site. Les informations du client vous appartiennent. Donc, tout ça, ça vous appartient. Ok, c'est vraiment super intéressant. Ok, et du coup, est-ce que tu aurais peut-être une autre campagne dont tu parles dans ton guide que tu trouverais intéressante pour les e-commerçants? Bien sûr. Ben, il y a un autre type de campagne qui, je crois, la majeure partie des gens vont devoir peut-être tester aussi. Ce type de campagne-là s'appelle le DABA. Et le DABA, c'est un acronyme pour Dynamic Ads on Broad Audiences. Donc, je le répète, Dynamic Ads Broad Audiences. Et l'idée est la suivante, et pour essayer de bien situer la prémisse derrière ça, c'est que, puis sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui font de la publicité Facebook, vous en êtes rendu compte dans la dernière année, ce qui fonctionne en ce moment sur Facebook, c'est ce qu'on appelle les audiences larges. Les audiences larges. Dans les dernières années, peut-être en 2016, 2017, 2018, on pouvait avoir du succès en faisant du micro-targeting, en ciblant des gens selon 5-6 intérêts, une tranche d'âge précise. Bref, ces techniques-là pouvaient fonctionner dans le passé. Maintenant, ce n'est plus tellement le cas. Ce n'est plus tellement le cas parce que, pour la simple et bonne raison que l'intelligence artificielle de Facebook est rendue tellement développée que l'intelligence artificielle de Facebook, si tu lui dis quoi faire, il va trouver les gens que tu veux et que tu recherches sur sa plateforme. Exemple que je pourrais dire, si tu dis à Facebook, j'aimerais générer des acheteurs sur ta plateforme, peux-tu me trouver des acheteurs parmi tous les gens qui habitent en France? Mais là, Facebook adore ça parce que tu lui donnes un champ de pratique qui est très, très gros. C'est-à-dire, tu lui donnes la possibilité de cibler plus de 60 millions de personnes. Bon, il n'y a peut-être pas les 60 millions de Français qui sont sur Facebook, mais on va dire, disons qu'il y en a 40 millions. Il va pouvoir cibler les 40 millions de personnes en France qui, selon lui, certains d'entre eux vont pouvoir acheter votre produit. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est de se rappeler d'une chose. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, le plus de flexibilité et le plus de latitude que vous donnez à Facebook dans votre ciblage, habituellement, c'est en prenant cette approche-là que vous allez générer le plus de résultats. Plus de latitude égale plus de résultats. Parce que si, et on va faire ça très simple, vous dites à Facebook, je veux uniquement que tu cibles ces 5000 personnes-là, mais dans ces 5000 personnes-là, j'aimerais que tu me génères des achats. C'est super difficile pour Facebook d'aller trouver des bonnes personnes qui vont pouvoir acheter vos produits à l'intérieur d'une petite audience comparativement à l'intérieur d'une très, très grande audience. Donc, ça, c'est l'idée du DABA, du Broad Audiences. OK? Donc, on veut utiliser des audiences excessivement larges avec aucun critère d'intérêt. Donc, le DA, maintenant, le Dynamic Ads, qu'est-ce que c'est? C'est des publicités qui vont automatiquement venir de votre site web qu'on va qualifier de publicités dynamiques, qui vont être reliées à des produits que vous vendez. Donc, beaucoup de commerces en ligne vont avoir des catalogues de produits et ces catalogues de produits-là vont pouvoir être intimement liés à votre compte de publicité sur Facebook. Et là, par la suite, quand vous avez intégré ce catalogue de publicité sur votre compte ce catalogue de produits, pardonnez-moi, sur votre compte de publicité, et là, par la suite, vous pouvez prendre ce catalogue-là, utiliser des audiences super larges et faire la campagne d'ABA. Et là, souvent, de cette manière-là, Facebook va être capable d'aller cibler les bons acheteurs pour ultimement vous générer de la conversion, des bonnes valeurs de conversion pour votre boutique en ligne. C'est une campagne qu'on teste avec beaucoup de nos clients et de
comment qu'elle prend forme? Ben, encore une fois, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil au guide. On l'explique de A à Z comment mettre ça en place. Mais très simplement, on prend une campagne, une audience excessivement large sur un pays au complet. On intègre les publicités qu'on appelle des publicités dynamiques. Par la suite, on est capable de leur donner une certaine personnalisation à ces publicités-là si on a envie. On peut lui intégrer une vidéo et juste en dessous du vidéo, on peut mettre des publicités dynamiques et on lance le tout. Et habituellement, et je dirais plus souvent qu'autrement même, les résultats sont au rendez-vous. Donc, je vous ai parlé de Instant Experience très fonctionnel. Le DABA, c'est une autre campagne à ne pas oublier quand on est un commerce en ligne. OK, super intéressant. Est-ce qu'il faut forcément être plutôt, alors je ne vais pas dire générique, mais si tu es un e-commerce quand même très niché, hein, alors est-ce que j'ai pas forcément un exemple là, mais j'ai pas forcément d'exemple, mais si tu as un e-commerce très niché, est-ce que tu peux quand même utiliser ce genre de campagne? Je pense que la réponse à ça, c'est oui pour n'importe quel type de boutique en ligne, jusqu'à temps que les résultats te prouvent le contraire. Okay? Donc, l'idée de donner des meilleures pratiques, c'est de faire en sorte, ou plutôt de faciliter le travail de l'annonceur futur. C'est-à-dire que, bon, il y a sûrement des gens qui t'écoutent aujourd'hui qui vont faire leur propre campagne de pub. Nous, ce qu'on veut leur donner, c'est un coffre à outils qu'ils vont pouvoir utiliser pour lancer des campagnes. Peut-être dans les 2, 3, 4, 5 campagnes qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, uniquement une seule d'entre elles va fonctionner et c'est celle-là que vous allez devoir garder. OK? Et c'est celle-là que vous allez devoir garder. Donc, la réponse à ta question, c'est tester ces meilleures pratiques-là, ça va vous faire sauver du temps, mais par la suite, soyez pragmatique. Si après l'avoir testé, l'avoir bien monté avec tout ce qu'on dit dans le guide, vous n'avez pas de résultat, il ne faut pas rester tellement longtemps romantique non plus avec cette campagne. On passe à un autre appel. Donc, testez-le, mais soyez pragmatique sur les résultats et sur la durée de la campagne que vous allez. Pendant combien de temps vous allez laisser durer la campagne? Parce que peut-être que finalement, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Ok, ça m'emmène à une question que j'avais justement que je voulais te poser. Donc Facebook, ça a toujours été, c'est du test and learn. Il faut toujours tester et voir ce que ça donne, retester par rapport aux données qu'on a obtenues et ainsi de suite. Et, comme tu le dis, peut-être arrêter une campagne, en tester une autre parce que la première, elle fonctionne pas. Par contre, du coup, d'après toi, alors je suppose que la réponse, ça dépend, hein, mais est-ce qu'il y a un budget minimum qu'il faut être prêt à investir, sinon l'intelligence artificielle de Facebook, elle sera incapable d'aller chercher des données. Tu donnais un exemple sur 40 millions de personnes. Je suppose que si ton budget il est de 50 €, ça va être compliqué pour Facebook de te trouver les acheteurs pour 50 €, quoi. Ah, c'est une excellente question que tu poses. Puis bon, c'est sûr et certain, de un, il faut savoir que les coûts de publicité, ça augmente d'une année à l'autre. Donc, bien entendu, le 100 € par jour qu'on va investir en 2017 n'aura pas le même impact que le 100 € par jour qu'on va investir en 2022. Donc, ça, je pense que c'est important de le garder en considération ici. Ceci étant dit, Facebook, c'est une plateforme pay to play. OK? Donc, on doit payer si on veut jouer. Ça, c'est important de le comprendre dès le départ. Donc, si on n'est pas prêt à perdre de l'argent pour faire des tests, c'est peut-être mieux d'aller regarder d'autres plateformes. Donc, ça, c'est super important de le mentionner. Pay to play, OK? Donc, c'est important que les gens qui nous écoutent aujourd'hui comprennent bien la dynamique et la thématique autour de ça. Maintenant, nous, ce qu'on aime faire, on va avoir des campagnes qui roulent, on va avoir des campagnes qui vont être profitables. Mais si on veut faire des tests, on va se dire, parfait. La réalité maintenant, c'est quand on veut lancer le test, le budget est important, mais le budget peut être modifié selon, disons, les résultats qu'on voudrait aller chercher. Exemple que je pourrais te donner. Si on veut tester une certaine campagne, nous, habituellement, on va prendre un 100 € par jour et on va le laisser tourner 4, 5, 6 jours. Donc, au final, on va avoir mis un 5 à 600 € sur cette campagne-là pour vraiment tirer une leçon. Si après un 500-600 €, c'est pas tellement intéressant pour nous, on risque de passer à un autre appel. Maintenant, ce 500-600 € pourrait peut-être être dépensé en 2 jours si on va avoir des réponses encore plus rapidement. Il peut être dépensé un petit peu plus long, dans un nombre de jours un petit peu plus long si on n'est pas prêt à investir autant par jour. Mais je dirais si les gens peuvent garder en tête un 500-600 € pour faire des tests, par la suite, si les tests ne sont pas concluants, on arrête la campagne, je pense que c'est une bonne vision à avoir. Ok, c'est plutôt clair. J'aime bien j'avais pas entendu ça avant, mais le pay to play, c'est très intéressant. Un peu
en rapport avec les jeux vidéo qu'on appelle free-to-play, tu vois, c'est un peu, j'aime bien l'idée. Ouais. Mais oui, c'est une bonne notion parce qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui arrivent avec, un peu comme ce que tu disais tout au début de l'interview, qui arrivent et qui se disent que je vais mettre de l'argent sur Facebook et ça a marché. Non, en fait, on va mettre de l'argent sur Facebook, on va apprendre des choses et une fois qu'on aura appris suffisamment, l'argent qu'on mettra, on pourra le transformer en vente et en chiffre d'affaires et avoir un retour sur investissement. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on va sur Facebook, c'est clair. Et d'ailleurs, ça rejoint encore ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les différents canaux, aussi bien de référencement naturel, etc., se complètent, parce que si on est capable si on a du référencement naturel, alors je prêche pour ma paroisse là, mais si on a du référencement naturel qui tient la route, qui nous fait un chiffre d'affaires, un roulement qui tourne, etc., on est capable de se dire, bon bah voilà, mes 500 € par semaine pour faire du test, c'est pas grave que je les perde parce que ça tourne avec le référencement naturel. Donc on est plus large ou avec autre chose, mais en tout cas, faut être prêt à arriver dans Facebook en se disant au début, ça va pas rapporter, je vais falloir que je fasse des tests, il faut que j'ai un budget prêt à entre guillemets jeter par la fenêtre pour... Exact. C'est pas jeter par la fenêtre parce que c'est pour de l'apprentissage et c'est ultra important, mais pour apprendre des choses et tester, quoi. Exactement, tu as tout compris, lui. Ok, écoute, si tu penses que tu as une troisième campagne intéressante, je sais pas si moi je me délecte de tes conseils, j'adore. Donc si tu as une troisième campagne que tu penses intéressante, qui est dans le guide, que les gens pourront aller revoir derrière pour un peu mieux comprendre comment les mettre en place, je pense que ça peut intéresser tout le monde si toi t'en as encore une. Ben oui, bien, pourquoi pas. Je pense qu'on va essayer d'en donner le maximum à ton audience aujourd'hui. Donc, juste pour le répéter, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je viens de faire un petit lien. Donc, j7media.com/e-commerce. Vous allez avoir accès au guide que je vous parle depuis le début de l'entretien. Donc, j7media.com/e-commerce. Et je vais te sortir la dernière campagne qu'on a eu beaucoup de succès, je te dirais, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, avec nos différents commerçants en ligne. Puis, on a la chance également d'enregistrer le podcast aujourd'hui, Olivier, au mois de février, début février. On vient tout juste de sortir d'une période du Q4 qui, habituellement, tu fais beaucoup d'apprentissage à cause du Black Friday, à cause du temps des fêtes. Donc, on a vu quel type de campagne était fonctionnel, quel type de campagne peut-être l'était un petit peu moins. Et une de nos campagnes qui, encore une fois, cette année a excessivement bien fonctionné, comme les années auparavant, c'est la fameuse campagne de la liste VIP. Donc, la fameuse campagne de la liste VIP, beaucoup de gens en ont sûrement déjà entendu parler, mais ça, c'est une campagne que je dirais qu'on continue à faire une année après l'autre. Et à quoi que ça ressemble, une liste VIP? Qu'est-ce que c'est concrètement? Bien, il faut toujours savoir une chose, c'est que uniquement lancer des campagnes sur Facebook et espérer obtenir des conversions avec ce type de campagne-là, c'est un petit peu ambitieux. C'est un peu ambitieux. Ce n'est pas impossible, mais c'est un peu ambitieux. C'est-à-dire que des fois, on doit aller séduire notre consommateur un petit peu plus. Un petit peu plus, notre consommateur n'est pas prêt à acheter maintenant. On a besoin de faire preuve d'un petit peu plus de séduction. Et qu'est-ce que je veux dire par séduction? C'est dans la manière qu'on va faire en sorte que les étapes que notre prospect va prendre soient plus simples, soient plus... on est un petit peu plus patient avec notre consommateur et ultimement, ce même consommateur-là risque d'acheter notre produit. Et c'est ce qui se déroule un petit peu avec la campagne de la liste VIP. Donc, je te fais une image simple de comment qu'on entrevoit ce type de campagne-là, Olivier. On va avoir une période spécifique qui va arriver. Donc, on est le 1er février aujourd'hui. Dans 13 jours, c'est la Saint-Valentin. Période propice pour faire des ventes spécifiques. Période propice pour essayer de faire des lancements de produits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un cas comme ça? On va pouvoir arriver, lancer une campagne et dire le 13 février ou le 14 février, on lance une promotion spécifique, on lance un nouveau produit et vu que c'est un nouveau produit, on va donner un cadeau avec ça. Mais pour y avoir accès, vous devez cliquer ici et nous donner votre adresse courriel. Rien de tellement méchant ici, rien de tellement compliqué. On a tous déjà vu ce type de campagne-là. Mais force est d'admettre que ça continue à fonctionner. Donc, on lance une pub sur Facebook et on amène les gens vers une page d'atterrissage où on peut également même le faire sur des formulaires à même Facebook, une campagne qu'on appelle le Lead Ad. Donc, tu peux créer des micro-formulaires sur Facebook pour générer ces emails-là. Les gens cliquent, nous donnent leurs informations et là, on va entretenir ces gens-là. On va leur envoyer quelques courriels en leur disant sois prêt, le 13 février, le 14 février arrive très rapidement. On va lancer notre produit à ce moment-là, on va lancer notre produit à ce moment-là. Les gens reçoivent ces courriels-là.
Et quand arrive la date fatidique, on lance le produit pour uniquement un 48 ou un 72 heures. Et ce qui est intéressant ici, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Premièrement, les courriels que vous allez aller chercher, c'est des courriels de qualité. Pourquoi? Parce que l'intention du consommateur est de vous dire, je veux vous donner mon adresse courriel parce que je veux être une des premières personnes qui va acheter votre produit. Donc, l'intention du consommateur ici est d'acheter votre produit. L'intention du consommateur n'est pas de participer à un concours ou de télécharger un guide. On est dans un intérêt d'achat. Donc, on se crée une liste courriel de gens qui nous ont témoigné un intérêt d'achat. Et ça, c'est très important de considérer ça ici parce que c'est pas vrai de dire que si on s'en va chercher 1000, 2000 ou 3000 personnes sur notre liste VIP, ces 3000 personnes-là vont acheter. Ça serait mentir de penser qu'on va être capable de convertir les 3000 personnes sur la liste. Mais certains d'entre eux vont acheter. Plus souvent qu'autrement, ces campagnes-là vont être hautement profitables au départ. Et même si les autres personnes n'achètent pas, je le répète, c'est des gens qui nous ont donné leur courriel avec un intérêt d'achat. L'achat ne se passe pas nécessairement maintenant, mais pourrait très bien se passer dans le futur si on est intelligent avec notre stratégie emailing. Ce type de campagne-là, Olivier, est excessivement propice pour des Black Friday, pour des campagnes du temps des fêtes, pour des campagnes de soldes. Je sais que c'est très populaire en Europe, les soldes au mois de janvier, pour des campagnes de fête des mères, pour des lancements de nouveaux produits, pour des fins de saison. Bref, à chaque fois qu'on a un lancement, à chaque fois qu'on veut lancer des nouveaux produits, la campagne de la liste VIP, puis encore une fois, on la documente à l'intérieur du guide que je te parle depuis le départ, est une campagne qui vaut la peine d'être faite. Et je pense que si vous ne mettez pas ça encore une fois dans votre coffre à outils, vous passez à côté d'une très belle opportunité. Alors, c'est excellent. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi, je fais des lancements de produits. Donc, moi, je fais des plugins pour les boutiques PrestaShop. Et en fait, je fais des lancements de produits, mais uniquement sur ma liste email. Et j'ai jamais pensé finalement qu'on pouvait l'utiliser comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, dire aux gens, dans X jours, je lance ce produit-là. À chaque fois que je fais un lancement de produit, je vais faire une réduction qui sera la plus grosse réduction qu'il y aura jamais sur ce produit-là, pour inciter les gens et pour les remercier de me faire confiance parce que le produit est nouveau. D'autant plus qu'on parle de plugin PrestaShop, donc voilà, le produit est ultra testé, etc. Mais on n'est jamais à l'abri d'un petit bug ou quoi que ce soit. Donc les premiers vont entre guillemets essuyer un peu les plâtres. Donc c'est une façon de les remercier de leur confiance. Et donc ça s'adapte complètement à ce que moi je fais, donc c'est quelque chose que je vais clairement tester. Et du coup j'ai une question, est-ce que tu as constaté des délais en fait, par exemple je sais que je vais ouvrir, je vais faire mon lancement de produit dans 15 jours, est-ce qu'il faut que je fasse plutôt cette campagne une semaine avant, 15 jours avant, un mois avant? Est-ce que tu as identifié des choses? Est-ce qu'il n'y a pas de réponse à ça? Est-ce que ça dépend du produit? Encore une fois, du marketing, il y a des meilleures pratiques, mais ce qui est important, c'est de lancer nos campagnes avec ces meilleures pratiques-là et par la suite de les ajuster selon les informations qu'on va voir à l'intérieur de nos campagnes. Ceci étant dit, je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis là aujourd'hui, pour essayer de vous donner des meilleures pratiques. Et dans le cas ici, il faut toujours se dire une chose que, encore une fois, je le répète, le courriel qu'on s'en va chercher ou le email qu'on s'en va chercher de la personne, ici, est relié à un intérêt d'achat. L'intérêt d'achat risque d'avoir une date de péremption. L'intérêt d'achat risque d'avoir une date de péremption. C'est important de le comprendre. On fait face à des millions de contenus maintenant en tant que consommateur sur notre téléphone, sur notre desktop, à l'intérieur d'un podcast, des fois, il y a de la publicité. Donc, cet intérêt d'achat-là a été démontré envers votre produit. Mais entre le moment que j'ai démontré cet intérêt d'achat-là et que je peux littéralement acheter le produit, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Et le plus longtemps que vous allez, que la période entre le moment que la personne vous donne son courriel et que la personne achète, si cette période-là est trop longue, ultimement, la personne risque d'aller donner de l'argent à votre compétiteur à la place parce qu'elle a une date limite de quand elle veut acheter votre produit. Ceci étant dit, j'amène ce contexte-là à ton audience pour dire que si vous lancez ce type de campagne-là, on ne peut pas uniquement acheter le produit dans 3 mois. On ne peut pas uniquement acheter le produit dans 4 mois. Bien entendu, ça va dépendre du type de produit. Ça va dépendre également, est-ce qu'il y a un maximum de 10 produits seulement? Là, par la suite, il y a des nuances comme ça qui peuvent s'intégrer à ce type de campagne-là. Mais je dirais 2 semaines, ça serait sensiblement le maximum. Ça serait sensiblement le maximum. Après, comme je dis, tout dépend de la rareté. Si votre produit sort une seule fois par année,
Si votre produit est très dispendieux puis que c'est très, très limité, bien là, on peut quasiment le faire à l'année longue parce qu'on le sait qu'il va y avoir seulement un lancement et qu'on est les seules personnes à offrir ce produit-là. On va être les premiers à y avoir accès. Bon, ici, il y a des nuances qui vont changer. Mais dans un contexte que j'ai parlé plus tôt, des nouveautés de saison, un lancement de Black Friday, un lancement de Saint-Valentin, ça, c'est des initiatives ponctuelles qui reviennent plusieurs fois par année. On va essayer de se limiter à peu près un 14 jours pour faire la campagne de récolte de courriel. Ok. D'autant plus que derrière, de toute façon, une fois que tu as récupéré l'email, l'idée, c'est pas juste d'avoir récupéré l'email et d'attendre gentiment que tu fasses la vente, que tu ouvres les ventes. Faut aussi maintenir la pression, c'est pas le bon terme, mais l'intérêt, je veux dire, de ton client vers le produit que tu vas vendre. Donc, il va falloir que tu rédiges des mails. Si tu mets 3 mois, ça fait 3 mois de contenu à créer qui doivent être intéressants et qui donnent l'opportunité à la personne de se désinscrire parce que justement, t'es passé à côté sur un mail. Donc, autant se simplifier la tâche et pas forcément faire quelque chose de très long. Sauf, bien sûr, comme tu le disais, dans le cas de quelque chose qui du coup serait pas un produit pas très cher, qui serait plutôt un produit cher, où la personne est capable d'attendre longtemps et a besoin d'être convaincue avant d'acheter. Moi, typiquement, mon programme d'accompagnement qui est assez cher, du coup, clairement, oui, les personnes qui le rejoignent sont des personnes qui me suivent depuis plusieurs mois, en fait. Donc, je pourrais très bien utiliser cette stratégie, mais sur quelque chose de beaucoup plus long terme. Mais à côté de ça, sur mes modules qui, eux, sont pas très chers, vaut mieux que je me limite à quelque chose de très court, quoi. Exactement. Ça m'amène aussi à quelque chose que je dis beaucoup aux e-commerçants. Un des points de conversion qui est ultra important, c'est les avis clients sur les produits. Quand on a un nouveau produit, c'est vraiment bien de le booster à fond pour avoir tout de suite des avis. Et ça peut être une excellente stratégie de faire ça, de lancer le produit, de faire une offre de lancement bien alléchante, d'utiliser la campagne dont tu parles sur Facebook. Et une fois qu'on a fait les ventes, d'essayer au maximum d'avoir des avis. Parce que si le produit est nouveau et qu'on a tout de suite des avis positifs, c'est extrêmement bon pour le produit et ça va faire un cercle vertueux, un cercle vertueux pour la vente du produit. Donc, ça peut être une excellente stratégie pour aller décrocher des avis clients, ce qui est assez difficile en e-commerce. Donc, à mon avis, à utiliser sur les nouveaux produits, entre autres, mais surtout aussi tout ce que tu disais sur les campagnes pour les Black Friday, etc., etc. 100% d'accord avec toi ici, Olivier. Ok. Je trouve super les 3 campagnes dont tu as parlé. Il y en a d'autres encore dans le guide, il me semble. Ce que moi, je voulais aussi, pour pas qu'on fasse un podcast qui va durer 2h30, même si je t'avouerais que moi, je bois tes paroles et ça me passionne. Et ce sera peut-être l'occasion d'en faire un autre plus tard, éventuellement. Parce que je pense que tu as beaucoup plus que 2h30 de conseils à donner. Il suffit d'écouter ton podcast, d'ailleurs, Social Selling, pour voir que des infos, il y en a énormément. Moi, j'avais une question qui revient tout le temps. Et je sais pas s'il y a une bonne réponse à ça. Moi, je sais que je sais pas y répondre parce que je ne fais pas de pub Facebook. J'enseigne pas la pub Facebook. Je suis un e-commerce. Je vends des produits qui sont pas, c'est pas mes produits en particulier. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui les vendent. Comment je fais pour faire de la publicité qui va se remarquer, qui va se différencier des autres, en fait? C'est une bonne question. Je pense qu'on doit vraiment retourner à la base ici de comprendre sur quelle plateforme notre contenu va être consommé. Et ce qui est intéressant ici, Olivier, c'est qu'il y a une démocratisation totale qui se fait au niveau de la publicité depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'anciennement, il y a plusieurs années, des dizaines d'années de ça, comment qu'on voyait la publicité? On voyait la publicité sur un plateau de tournage, des centaines de milliers de dollars d'investissement pour avoir un bon éclairage, des bonnes caméras, des bons acteurs. Et là, ultimement, on faisait un contenu qui allait durer 30 secondes et c'était ça la publicité. La capacité maintenant qu'on a à faire du placement média en ligne, c'est qu'on peut mettre à on ou mettre à off une publicité très rapidement. Donc, ça nous donne la possibilité d'itérer plus rapidement. Et quand on parle d'itération maintenant, et que je reviens à ce que je disais plus tôt, de dire il faut comprendre sur quelle plateforme on est en train de faire notre contenu. Mais retournons un petit peu à qu'est-ce que Facebook? Qu'est-ce que les médias sociaux? Les médias sociaux, c'est un endroit où est-ce que des gens vont se connecter le matin, l'après-midi, le soir, pour aller voir un petit peu ce que leurs amis sont en train de faire, pour voir des fois des nouvelles, pour voir des vidéos de chats, pour voir plein de contenus qui ultimement est fait pour quasiment nous faire perdre du temps. C'est un peu ça, les médias sociaux. On est accro
à des contenus qui nous font perdre du temps. Donc ça, il faut comprendre où le consommateur va venir ultimement consommer notre publicité. C'est sur ces plateformes-là, ces plateformes qui nous font perdre du temps, qui au final ne sont pas tellement sérieuses. Et là, quand on commence à comprendre ça, c'est là qu'on peut se poser les bonnes questions sur comment on va créer notre publicité pour intégrer ce fil d'actualité-là et ultimement être remarqué par notre consommateur. Et là, j'ai donné un petit peu de contexte, une certaine prémisse à ton audience, et ça nous amène maintenant à l'exécution de ce contenu-là. S'il y a un contenu en ce moment que n'importe quelle boutique en ligne doit faire le plus rapidement possible, c'est un contenu qu'on va appeler UGC, donc User Generated Content, ou encore une fois un contenu natif qui n'a pas l'air d'une publicité. Tu verrais, Olivier, les meilleures campagnes de pub présentement avec nos clients sont, d'un point de vue externe, les créatifs et les vidéos qui sont les moins intéressants. Mais c'est l'impact un petit peu de faire une anti-pub, de faire un contenu qui s'apparente et qui s'intègre bien sur les médias sociaux. Un contenu qui n'a pas l'air d'une pub va bien s'intégrer sur les médias sociaux. Un contenu qui a l'air d'une pub, les gens vont fuir ce contenu-là. Donc, si on peut partir dans cette optique-là, de créer du contenu quand on comprend sur quelle plateforme on veut distribuer ce contenu-là, automatiquement, notre idéation va être faite plus facilement. Et par la suite, je le disais, il y a eu beaucoup de démocratisation au niveau de la publicité. Ça nous amène à se dire maintenant que le meilleur caméra pour du tournage, c'est votre téléphone cellulaire. On a lancé un studio vidéo chez J7 Media il y a à peu près 7 mois de ça, où est-ce qu'on a des vidéastes à temps plein qui travaillent pour nous. Et le premier outil que notre équipe de vidéastes nous ont demandé d'acheter, ça a été un iPhone 13. Ça a été un iPhone 13 pour faire nos contenus. Maintenant, on a un petit peu plus. Des fois, on a des shootings un petit peu plus sophistiqués, mais c'est pour te dire. C'est pour te dire, on reçoit les contenus de nos clients et on les shoot plus souvent qu'autrement avec un iPhone 13. Bon, pour les gens qui ne le savent pas, la caméra sur l'iPhone 13 est de très grande qualité, là, je veux mettre ça clair. Mais tout de même, c'est là où est-ce qu'on est. Une agence de pub va utiliser un iPhone 13 pour faire ses itérations, les lancer, et quand on va sentir qu'on a une campagne qui est un petit peu meilleure que l'autre, là, on va peut-être prendre un petit peu plus de temps pour itérer et améliorer ce contenu-là. Mais l'itération de base se fait avec un iPhone. Et c'est ça qu'un commerce en ligne doit comprendre. On n'est plus limité. On ne doit plus avoir des limites dans nos têtes à se dire on ne peut pas créer un bon contenu, on ne peut pas créer une bonne pub parce qu'on n'a pas des centaines de milliers de dollars à investir en création de contenu. C'est faux. C'est faux. On est capable de faire du bon contenu simplement avec un téléphone cellulaire en 2022. Alors, c'est cool parce qu'en fait, ma question de départ, c'est comment on fait pour se différencier, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait une réponse évidente parce que ce serait... La question en elle-même fait qu'il peut pas y avoir une réponse simple, sinon tout le monde utiliserait ça et on ne se différencierait plus. Mais ce que je trouve, c'est que tu as vraiment donné des super pistes. La première, c'est que déjà, on a la capacité d'aller très vite à faire des publicités, et notamment avec son smartphone, et de les démarrer, les arrêter, d'en faire plein en même temps, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Quand tu veux faire une pub à la télé, en effet, tu essaies de pas te planter. Mais là, justement, au contraire, l'idée, c'est d'y aller à fond et d'en mettre et de se planter. Et il y en a bien une qui va marcher, celle-là elle marche, on essaie de comprendre pourquoi et on continue. Donc l'itération en permanence, et c'est pas valable que pour les pubs, hein, je le dis tout le temps, l'itération dans le business c'est énorme. Donc ça c'est une première clé finalement pour réussir à trouver des pubs qui fonctionnent, c'est faire de l'itération, en faire plein, tester des nouvelles choses. La deuxième chose que tu as donnée, et je trouve ça génial, c'est qu'en fait, finalement, c'est peut-être c'est la raison pour laquelle moi je vais pas sur Facebook, parce que j'ai conscience que j'y perds un temps incroyable. C'est aussi pour ça que plein de gens n'aiment pas Facebook. J'ai plein d'e-commerçants qui viennent me voir, non, moi je fais pas de pub de Facebook, j'aime pas ça, etc. Mais déjà, on n'est pas obligé d'aimer pour faire de la pub dessus. Et en fait, finalement, la raison d'être de Facebook, je suis assez d'accord avec toi, elle est je sais pas si on peut dire elle est pas glorieuse ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle est juste là pour occuper les gens et les divertir avec des choses, voilà, plus ou moins intéressantes ou pas. C'est pas obligé que ça nous intéresse nous, mais ça les intéresse eux. Mais c'est à nous justement d'utiliser ce truc-là et d'en faire finalement un point fort dans nos campagnes pour que les gens aient envie de les regarder. Et que ça rentre finalement dans leur flux d'actualité sur Facebook, que ce soit tout aussi naturel que la vidéo de chat qu'ils regardent tout le temps, ou la photo marrante de Tata Janine, ou j'en sais rien. Mais l'idée, c'est que ce soit ça, quoi. Qu'on rentre dans le flux et qu'on s'intègre parfaitement à la plateforme et aux habitudes de notre audience, en fait.
Ben, les endroits où est-ce qu'on consomme du contenu plus souvent qu'autrement, ce contenu-là, c'est pour nous divertir. Hein? Combien de gens vont écouter des émissions sur Netflix, ou des fois qu'on va écouter la télévision, c'est pas nécessairement pour regarder la chose la plus intelligente qui va nous apprendre une nouveauté absolue. Et c'est un peu la même chose avec les médias sociaux. On est là pour perdre du temps. On est là pour regarder un petit peu ce que nos amis, ce que notre famille est en train de faire. Et ultimement, ben, vous, en tant que bon marketeur, en tant que bon annonceur, vous devez vous poser la question, comment je peux infiltrer le fil d'actualité Facebook ou le compte TikTok d'un consommateur? Et c'est en regardant un petit peu ce qui se déroule sur ces plateformes-là que vous allez être capable de comprendre qu'est-ce qu'une bonne publicité. Et ce qui est super intéressant maintenant, c'est qu'il n'y a plus de subjectivité sur qu'est-ce qu'une bonne publicité. Il n'y en a plus de subjectivité. Dans le passé, on pouvait avoir des experts qui allaient nous dire ça, c'est une bonne pub ou ça, ce n'est pas une bonne pub. Très souvent, ces experts pouvaient avoir raison. Mais maintenant, tout est dicté par les chiffres. C'est-à-dire, on peut, toi et moi, regarder une publicité et la trouver totalement horrible, mais la lancer et générer des résultats incroyables et se dire, voici ce qu'est une bonne publicité. Voici un bon contenu qui fait réagir des consommateurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, on vit dans un monde d'objectivité au niveau de la publicité parce que les chiffres sont là pour nous dire si oui ou non notre contenu est performant. Alors, j'ai une anecdote sur ça, c'est que je suivais une personne qui fait de la publicité sur YouTube, pour le coup, et qui expliquait qu'ils ont fait une campagne, ils ont donné des chiffres, etc. sur la publicité, et qu'ils ont mis une publicité où la personne c'est une personne qui vendait des formations, elle était beaucoup trop énergique, limite énervée quand elle disait son discours parce qu'elle était très stressée, pas l'habitude d'être devant la caméra, etc. Donc franchement, la prise était complètement nulle. Et puis ils se sont dit, ils en ont fait d'autres, mais on va quand même la prendre. Et en fait, elle a explosé tous les scores. Alors que, en effet, quand tu la regardes, tu te dis, mais c'est quoi cette vidéo, quoi. Elle est absolument ridicule. Enfin, moi, perso, je la trouve complètement nulle. Mais pour le coup, elle tourne toujours et ça fait, moi je la vois encore de temps en temps, ça doit faire 1 an qu'elle tourne, cette publicité. Donc une publicité qui tourne depuis 1 an, c'est que, à mon avis, elle fonctionne. Donc, exactement. Clairement, ouais, on a des chiffres pour vérifier tout ça et du coup, ça laisse plutôt libre cours à tester plein de choses pour vérifier si ça marche ou pas en fait. On ne doit pas avoir de croyances limitantes maintenant. C'est très important de comprendre que si vous pensez qu'un contenu peut intéresser votre audience selon des recherches que vous avez faites, ne vous posez pas trop de questions. Lancez-le et ajustez par la suite. Lancez-le et ajustez par la suite. Ok. Écoute, moi j'ai 2 questions rapides pour terminer. La première, je vais les poser en même temps. La première, c'est je sais que pour travailler avec toi, ça dépend des budgets, etc. Donc on en a discuté tout au début. Est-ce que y a un critère pour travailler avec toi? C'est quoi les critères est-ce que tu peux nous les dire? Et si on n'a pas les critères pour travailler avec toi, parce que tu peux pas tout prendre tout le monde, même avec 35 collaborateurs, malheureusement, tu peux pas prendre tout le monde. Est-ce que moi, en tant que petit commerçant, t'as des endroits, des formations à conseiller ou des choses comme ça pour que moi je puisse aller peut-être maîtriser un petit peu le business manager, savoir lancer moi-même mes pubs Facebook, etc. Est-ce que tu as des conseils? Donc il y a 2 questions en une. En gros, comment on fait? C'est quoi les critères pour pouvoir travailler avec toi et prendre en contact, rentrer en contact avec toi? Et c'est quoi, si c'est pas possible, c'est quoi les pistes pour démarrer par moi-même tout seul, pour après évidemment travailler avec toi? Parce que la pub Facebook, c'est un truc que j'aime bien dire, la pub Facebook comme le référencement naturel, etc., on peut se former dessus, mais c'est pas le rôle primaire d'un e-commerçant. Le rôle primaire d'un e-commerçant, c'est de servir ses clients. Donc, ça reste qu'une étape de se former pour après déléguer efficacement. Alors, c'est des très bons points que tu as amenés. Je pense que l'endroit numéro 1, ça va être que les gens aient téléchargé le guide. Je pense qu'au moins, s'ils veulent apprendre un peu la publicité, donc allez j7media.com/e-commerce. Donc, j7media.com/e-commerce. Premier endroit, je pense, allez télécharger le guide, regardez le contenu. Je pense qu'on l'a mis pour 55 pages. C'est 100% gratuit. C'est des campagnes qui, à mon avis, vont pouvoir vous donner un petit coup de main si vous voulez vous former. Si par la suite, vous voulez travailler avec nous, c'est sûr et certain que nos honoraires sont sensiblement, on va dire, pas ouverts à tous parce qu'ils sont dispendieux. Donc, le client idéal va devoir investir au moins 10 000 € par mois pour travailler avec nous.
En bas de ça, pas que c'est impossible, mais économiquement, ça risque d'être compliqué pour les deux parties. Donc, un 10 000 par mois, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on aime commencer avec des commerces en ligne. Et le troisième point, je dirais, c'est que peut-être des gens qui écoutent aujourd'hui, qui sont des très bons media buyers, mais qui ont besoin d'avoir un avis externe. On a lancé, Olivier, il y a quelques mois de ça. Ça faisait plusieurs années que ça roulait à l'interne de notre entreprise, mais on a décidé de l'ouvrir. On a lancé ce qu'on appelle la J7 Academy. Donc, la J7 Academy, c'est quoi? C'est un mastermind pour media buyers où est-ce que 2 fois par mois, on a des réunions où est-ce qu'on va montrer les meilleures pratiques de ce qui est en train de se dérouler. On a une librairie complète de cours en ligne où est-ce que les gens vont pouvoir consommer ces cours en ligne-là. Donc, la J7 Academy, c'est un autre endroit si vous voulez vous former avec des pros, mais ça demande quand même un certain niveau d'expertise avant de rentrer. Ça, c'est un autre endroit que vous pouvez en apprendre un petit peu plus sur nous. Il y a toutes les informations sur notre site web. Et le dernier endroit, ça serait notre podcast Social Selling. Donc, à chaque semaine, voire 2 fois par semaine, on offre des contenus de publicité Facebook quand même très détaillés sur des études de cas réels qu'on a à chaque semaine avec nos clients. Donc, je pense que ce serait les 4 endroits. Le guide j7media.com/e-commerce, notre site web pour travailler avec nous si vous voulez vous faire desservir par une agence, la J7 Academy en point 3 si vous voulez vous former et que vous êtes déjà un media buyer, et le point 4, allez jeter un petit coup d'œil à notre podcast Social Selling. Ok, bah écoute, c'est plutôt clair, et puis comme ça tu traites tout l'ensemble du spectre. Les personnes qui débutent, elles ont le guide, le podcast, les professionnels, ils ont l'académie, et puis ceux qui ont le budget et la capacité de travailler avec toi, eh bien ils peuvent te contacter directement sur J7 Media. Exact. Écoute Antoine, c'était très très cool, très très clair. Je te félicite, je te remercie pour ça parce que tu as une faculté à clarifier les choses, surtout que la pub Facebook, ça peut être quand même super obscur. Je pense que ça a été très clair pour l'audience, ça a été très clair pour moi, donc je pense que c'est clair pour l'audience. Et écoute, je te remercie. Est-ce que tu as un dernier mot pour finir ce podcast, cette interview? Olivier, merci de m'avoir invité. Un très beau moment avec toi. Je pense que c'est toujours très agréable de discuter stratégie pour aider les boutiques en ligne parce qu'au final, c'est ça qu'on veut. Hein? On veut tous ensemble avoir plus de succès dans nos commerces en ligne et je trouve que depuis quelques années maintenant, il y a beaucoup de gens qui se prêtent au jeu à partager leur expertise et à ne pas les garder simplement pour eux. Nous, on aime beaucoup partager ce qu'on fait, donc espérons que ça a pu aider quelques personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et je confirme, pour avoir écouté plusieurs des épisodes de Social Selling, il y a énormément d'infos et voilà, tu gardes rien dans les poches, tu balances tout et c'est super intéressant. On balance tout. Et il y a plein de news sur Facebook, donc c'est vraiment allez clairement l'écouter. Je mettrai tous les liens dont tu as parlé dans les notes du podcast, les outils aussi, pour que tout le monde puisse aller retrouver tout ça et tester tout ce dont tu as parlé. Et puis, écoute, moi, je te remercie. Et puis, je te dis à très bientôt pour un prochain interview. Merci, Olivier. Bonne journée, là. Bye bye. Ciao. Voilà, j'espère que cette interview d'Antoine t'aura plu. J'espère que ça t'aura apporté des pistes pour améliorer tes campagnes de pub Facebook ou même peut-être pour les démarrer à partir de maintenant. Surtout, n'hésite pas à aller télécharger le guide qu'Antoine a mis à ta disposition. Je te mets le lien dans les notes de ce podcast. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la Black Box. La Black Box, c'est quoi? C'est mes conseils et mes outils, des guides, énormément de choses gratuites. En fait, c'est le coffre au trésor des e-commerçants dans lequel je mets tout ce qui va pouvoir t'aider pour développer ton site e-commerce. C'est gratuit, tu peux t'y inscrire. Il suffit de laisser ton email. Donc, je te mets également le lien vers la Black Box dans les notes du podcast. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!